Depuis 40-50 ans, il y a un dévoiement de la démocratie qui est en train de devenir une bureaucratie et qu'il est évident que quand une bureaucratie prend beaucoup de place, l'opacité des procédures, l'approche strictement numérique et chiffrée de la vie rogne petit à petit sur l'espace de liberté et l'exercice de la pensée. Bonjour à tous, merci de votre invitation Benoît. J'ai publié au mois d'octobre mon 5e livre qui s'appelle « Être parent en temps de crise ». Être parent au sens large, c'est-à-dire aussi être oncle, tante, frère, sœur, grands-parents, c'est-à-dire quel lien familial aujourd'hui dans un monde perpétuellement en crise. Parce qu'au cours de la crise sanitaire, je me suis... devant l'ampleur des dégâts psychologiques qui touchaient la jeunesse, je me suis interrogée sur la disparition de l'autorité parentale et sur la manière dont, depuis 40 ans, l'État et la société avaient rendu possible une confiscation progressive et très insidieuse et très pernicieuse de la parole paternelle, maternelle, grand-parentale aussi, avec tout ce qu'elle peut transmettre d'espoir. Vous dites à ce propos-là, à la page 12 de votre dernier livre, qui est aux éditions Guy Trédaniel, « Nous n'avons pas mis au monde nos enfants pour qu'ils soient pupilles de l'État et nous exécutants de décrets bureaucratiques. » Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous entendez par... quelle est la consonance que vous donnez à cette phrase ? En fait, quand je me suis interrogée sur ce qui avait rendu possible cette main basse de l'État, cette intrusion dans nos vies, alors qu'on passe notre temps en Occident à se vanter d'être des démocraties libérales et qu'en réalité on est de moins en moins une démocratie et de moins en moins libérale, j'ai identifié plusieurs facteurs. Le premier facteur que j'ai identifié, c'est finalement que depuis 40-50 ans, il y a un dévoiement de la démocratie qui est en train de devenir une bureaucratie et qu'il est évident que quand une bureaucratie prend beaucoup de place, l'opacité des procédures, l'approche strictement numérique et chiffrée de la vie rogne petit à petit sur l'espace de liberté et l'exercice de la pensée. Parce qu'en fait, on vous raconte qu'on est dans une démocratie libérale, mais la définition même que l'on a du citoyen, la définition, l'anthropologie qu'on a du citoyen, n'est pas celle d'un être pensant, elle est celle d'un consommateur et d'un contribuable. À partir de ce moment-là, l'objectif de l'État est de conduire doucement le troupeau de consommateurs contribuables à faire des choix qui le feront se conformer au modèle de l'homo economicus. Donc on sort de l'anthropologie finalement qui doit présider à toute démocratie, c'est-à-dire l'anthropologie d'un homme qui est un sujet pensant, doté de liberté, et donc on revient sur l'anthropologie chrétienne fondamentale de notre civilisation, puisque notre pensée n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que finalement, on se conforme, on performe et on ressemble au modèle qui finalement satisfera les statistiques, puisque c'est à nous de ressembler aux statistiques et non pas aux statistiques de nous refléter. Donc je pense qu'une mauvaise anthropologie, qu'avait très très bien dénoncé Bernanos en parlant de la déspiritualisation de l'homme occidental, le dévoiement de la démocratie dans une bureaucratie technocratique avec des procédures très complexes, très infantilisantes qui font que finalement on est tellement perdu dans des petites choses matérielles qu'on n'arrive plus à prendre du recul et il y a une sorte de fuite en avant et où pour survivre, on se résigne et on finit par renoncer à se rebeller aussi. Ça fabrique des comportements très, très moutonniers. Ça y a participé, mais je crois aussi que si on analyse le langage, et moi mon métier c'est d'analyser le langage évidemment, si on analyse le langage politique aujourd'hui, ça n'est plus une parole politique, c'est un langage managérial. Et on a très bien vu, là je prends dans mon livre l'exemple de la crise sanitaire, mais je crois que l'exemple de la crise sanitaire peut nous servir d'éclairage pour analyser la sémantique qui sera apposée sur toutes les crises. Parce que, moi j'ai 41 ans, depuis que je suis née, je n'entends parler que de crise. Et donc, évidemment, la génération de mes enfants, des petits-enfants de certains d'entre vous,
n'entend parler que de crise. C'est-à-dire que dans le paysage mnésique, dans notre mémoire, il n'y a que des crises. Mais alors, ça nous fait fantasmer qu'il y a un ordre idéal quelque part, que peut-être nos technocrates de Bruxelles vont arriver en sauveur pour nous ramener cet ordre que nous avons perdu. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans la crise, vous sortez finalement d'un langage politique pour rentrer dans un langage d'efficacité managériale où celui qui dirige va être le protecteur sauveur qui va nous sortir de l'ornière. Oui, c'est d'ailleurs ce que les sacristains de l'éducation nationale n'hésitent pas à répéter souvent dans les facultés qui préparent les futurs professeurs. Vous dites par exemple, page 12, les programmes scolaires sont désormais envahis par la déconstruction wokiste du réel. Alors l'idéologie à l'école et les méthodes de l'apprentissage dans l'éducation nationale vous laissent-elles perplexes? Est-ce que nos impôts sont-ils vraiment investis dans la formation d'esprit libre et éclairé, comme en accord avec la construction psychologique des enfants que vous défendez? Alors pas du tout, puisqu'en fait on voit que, par exemple, moi je faisais encore un exercice quand j'étais au lycée, qui était l'exercice de la dissertation. Pour faire construire un raisonnement thèse, antithèse, synthèse à un élève de lycée aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. C'est-à-dire que ce qui est supposé les outiller avec un savoir et la construction d'un esprit critique qui est capable d'argumenter, de contre-argumenter et de mettre de la nuance, et de plus en plus... Merci d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Et de plus en plus évacué. Donc on a des programmes scolaires, et puis quand on est sorti de l'école, on est informé par les médias. Dans informé, il y a informe quand même. Donc on voit bien qu'il y a quasiment une guerre contre la pensée qui est menée par l'État profond. C'est-à-dire que d'une part, dans l'espace public, il n'y a que du divertissement et des obstacles à la pensée, avec une hypersexualisation de l'espace public de plus en plus. Et puis il y a un entrisme idéologique à l'école qui est extrêmement préoccupant. Vous m'avez peut-être entendu, pour certains d'entre vous, m'élever contre certains cours d'éducation sexuelle à l'école. Si l'État s'occupe de la sexualité de mes enfants, on retourne à un modèle finalement communiste, où il faut débarrasser l'enfant de ses scories familiales et de ses racines culturelles, et où l'État va s'approprier l'éducation de nos petits. Donc évidemment, là, c'est très dangereux. Mais ça se manifeste dans toutes les sphères. Vous parlez de l'éducation nationale. Moi, j'ai entendu hier un parent, après une conférence, se plaindre que la maîtresse avait refusé un verre d'eau à sa fille de 9 ans et lui avait donné à la place une leçon de morale écologique en lui disant qu'elle ne pouvait pas demander de l'eau comme ça entre les repas parce que il allait y avoir des pénuries d'eau sur la planète et qu'il fallait apprendre à faire des économies. Oui, ça, ce qui fait que cette pauvre maman a dû réviser le cycle de l'eau pour expliquer à sa fille que grâce à l'évaporation des océans et aux nuages, elle pouvait encore se permettre d'avoir soif. Voilà, donc... Marie-Estelle, oui. devant cette servitude installée et devant cet état nounou, voire marâtre pour certains, est-ce que vous pensez que le peuple français, c'est-à-dire les jeunes contribuables, surtout les jeunes contribuables, sont en train de devenir une population dévitalisée, épuisée, pâte à modeler, et comme vous dites dans votre livre, en hypoactivation? Alors, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'effectivement, le cerveau humain, il a des lois, il a des rythmes, et il est précieux parce que c'est notre appareil à sentir et notre appareil à penser. Et que donc, lorsque le cerveau humain est contraint à des rythmes qui sont contraires aux besoins du développement de l'enfant, par exemple, comme c'est le cas dans les écoles maternelles publiques, le fait de systématiquement interrompre un petit enfant dans une activité favorise ce qu'on appellera plus tard des troubles de l'attention, mais pour lequel c'est pas grave, on a de la Ritaline. Quand on veut suivre le développement et la neurobiologie d'un cerveau, en fait, on se rend compte que tout ce qui est mis en place dans l'enseignement public est inapproprié. Donc, on va conduire l'enfant à avoir du mal à se concentrer, à avoir du mal à être attentif. Donc, il y a des difficultés d'apprentissage, donc il y a un dégoût d'apprendre. Et si vous rajoutez à cela, par les médias et les réseaux sociaux, une quantité phénoménale d'images très anxiogènes en boucle, qu'il n'a pas le temps de filtrer, qu'il n'a pas le temps de dézoomer, qui court-circuitent la pensée, qui le mettent en état de sidération, au début, le cerveau monte, il est en hyper-vigilance, on est hyper activé, voilà, on est comme ça. Le moment où la catastrophe arrive, attention, il y a le Covid, là on est tous hyper vigilants.
Et puis, à force d'avoir en permanence ce récit de la catastrophe, ce récit de l'exceptionnel, où finalement l'exceptionnel devient la règle, et où l'équilibre devient l'exception, ben, le cerveau, il se protège. C'est-à-dire que nos hormones de stress vont être encapsulées et on va avoir une douche hormonale de kétamine et d'hormones anesthésiantes qui vont nous faire passer, et particulièrement les enfants en situation de stress, dans un état qui s'appelle l'hypoactivation. Et là, quand on est hypoactivé, eh ben on est un petit peu déconnecté de ses émotions, déconnecté de sa volonté, déconnecté aussi de son libre arbitre. Par conséquent, on est beaucoup plus manipulable. Et donc, on a un peu des enfants parfois complètement zombifiés, hein, parce qu'ils passent beaucoup de temps devant les écrans, notamment. Vous dites que les écrans font écran en fait à la vie pour les jeunes gens. Bien et sûr. qu'en fait, leur épanouissement ne peut pas s'établir devant leur sursollicitation mentale. Bien sûr, et c'est pour ça que je me suis élevée aussi pendant la crise sanitaire contre à la fois les glissements sémantiques et les mensonges qui étaient énoncés quand on vous expliquait que l'enseignement virtuel donne lieu à des progrès qui sont réels. Cette phrase m'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'un cerveau humain, en fait, nous sommes des êtres incarnés, c'est-à-dire que notre pensée, elle émerge de notre sensorialité. Donc si les sens d'un enfant ne sont pas stimulés, si il voit en 2 dimensions derrière un écran, il n'y a pas de trace mnésique, c'est-à-dire que ces apprentissages ne passent pas en mémoire à long terme. Et moi, j'ai des étudiants de grandes écoles qui, pendant la crise sanitaire, me disaient « je n'ai rien retenu de ce que j'ai recraché pour mon examen, je ne suis même pas capable de vous dire sur quoi était l'examen ». Donc ils étaient vraiment robotisés. Donc oui, on a des enfants qui ont du mal à être dans un apprentissage, mais j'ai perdu le fil de votre question, excusez-moi. C'est pas grave, j'en ai une autre. Et donc oui, les écrans font écran. Oui. Bien sûr, les écrans font écran. Et les écrans font écran au lien parce que moins vous êtes en lien avec quelqu'un pour apprendre, moins vous construisez votre confiance en vous. Moins vous avez confiance en vous, plus vous vous isolez. Et plus vous êtes manipulable quand vous êtes isolé. Et justement sur cet isolement, cette manipulation, est-ce que vous pensez qu'on peut encore aujourd'hui éduquer les jeunes gens aux libertés comme gage d'épanouissement, comme gage d'entreprise, comme gage de participation à la vie de la cité ? Mais en fait, je crois que notre devoir de parents, c'est d'éduquer l'enfant dans le respect de sa dignité. Et la dignité d'un enfant, c'est d'être reconnu comme une personne et pas comme un mouton. Donc, on a des termes comme cela aussi à contribuer associés au mouton en permanence. Et donc, éduquer l'enfant à sa dignité, c'est pouvoir lui dire « tu me dis non et tu n'es pas d'accord avec moi ». Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais tu n'as pas le droit de ne pas savoir pourquoi tu ne l'es pas. Donc tu vas argumenter, vous l'aider à construire sa pensée. Et c'est pas parce que vous n'avez pas toutes les réponses sur un sujet d'actualité que vous n'êtes pas légitime. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État fait perdre la confiance aux parents. C'est-à-dire que beaucoup de parents me disent « mais qu'est-ce que je dois lui dire sur tel sujet ? Je ne sais pas quoi lui dire, je ne suis pas expert sur la question. » Je leur dis « mais madame, vous êtes légitime parce que vous êtes sa mère, en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait, pour avoir le droit d'enfanter, une thèse de géopolitique, une thèse de psychologie, une thèse d'économie. Un adulte, un modèle, c'est pas quelqu'un de tout-puissant et d'omniscient. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Et vous avez même le droit de lui dire « tu sais, tu as le droit de ne pas encore avoir d'avis sur une question. » C'est-à-dire que l'intelligence, c'est peut-être de suspendre ton jugement tant que tu n'es pas sûr d'être bien informé sur une question. Et aujourd'hui, nos enfants sont la proie d'une hystérisation du débat et d'un manichéisme dans la cour de l'école. On a quand même entendu des publicités pendant la crise Covid où on disait à nos gamins, si t'es pas pour le vaccin, t'es pour le Covid. Et on voit des gamins de 10 ans qui avaient juste besoin d'aller en classe. Besoin d'être dans le camp du bien en permanence, voilà. Dans le politiquement correct, et qui est en fait une valise pour inséminer toute forme de projets, de plans et d'agenda politiques. Et je pense et de les tondre aussi. Et je pense que les personnes qui sont ici présentes n'ont aucun problème à dire à leurs enfants ou petits-enfants qu'on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous raconte et qu'on a le droit de poser des questions. Voilà. Et qu'une personne qui refuse que vous lui posiez une question, c'est peut-être une personne qui est idéologisée, radicalisée et surtout complètement à court d'arguments. On ne doit pas être menacé par la question. C'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Donc s'ils se font insulter parce qu'ils posent une question, c'est peut-être que la personne en face est dans l'idéologie et que finalement, à l'ère du chiffre et du numérique, on a perdu toute forme de rationalité. Est-ce que vous pensez que la fiscalité confiscatoire dans notre pays est susceptible de faire accoucher une anthropologie française d'une population privée des fruits de son travail et complètement infantilisée ? Bah, c'est déjà le cas.
Non ? Vous pensez que c'est vraiment déjà le cas, que la jeune génération est déjà complètement abrutie par les écrans, par les messages de l'État? Non, mais pas seulement par ça, mais je veux dire un jeune qui a une super idée et qui a une énergie incroyable et qui est très motivé, qui s'est donné un mal de chien à consacrer tous ces samedis soirs, au lieu de faire la fête, à travailler dur pour avoir un bon diplôme, etc., et qui a envie d'entreprendre et qui trouve un bon binôme pour entreprendre, il va se retrouver noyé dans une masse de papiers, de réglementations. Embaucher va être un enfer sur terre. Donc en fait, on va faire fuir ceux qui sont motivés. Et moi, j'ai beaucoup dans ma patientèle de trentenaires qui reviennent un peu désabusés d'une première expérience d'entrepreneuriat et qui me disent, moi, je vais redevenir salarié parce que concrètement, si je veux avoir 1 ou 2 enfants avec ma femme, il faut quand même que je puisse prendre des congés, être à côté de ma femme, etc. Et le salariat me retire toute liberté et je suis un esclave mal managé. Et puis, si je pense, j'aurai pas ma promotion, mais au moins j'aurai un salaire. Alors que si je suis entrepreneur, en fait, je vais mettre quasiment ma famille en danger parce que les procédures sont tellement lourdes, les charges sont tellement lourdes que de toute façon, je vais pas m'en sortir. Donc il se Moi, soumet. j'ai eu des exemples dans ma hypoactivité. famille de gens qui ont décidé de revenir dans le salariat, alors que ça les déprime profondément, parce qu'aujourd'hui, quand même, en entreprise, quand vous êtes dans un open space, vous êtes dans le panoptique de Bentham, tout le monde surveille tout le monde, parce que sinon, ils pouvaient pas apporter la sécurité minimale. Donc, ce qui est très pernicieux, c'est que finalement, on est obligé, si on est de bons parents, à pousser nos enfants vers des choses qui sont peut-être le contraire de leur vocation et le contraire de là où ils seraient les meilleurs et où ils donneraient le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir assurer une forme de sécurité. Et on ne doit pas mettre notre enfant dans cette injonction paradoxale, normalement. On n'est pas supposé dire à notre enfant, pour ton bien, tu dois renoncer à ton énergie d'entreprendre, à ta vocation de soignant, etc., etc. Je vois. Je voudrais vous faire réagir sur une citation d'Honoré de Balzac qui disait, à l'époque, sur le clivage droite-gauche de l'époque, bien sûr, les gens de gauche voudraient que le peuple font du peuple un instrument et les gens de droite en font l'État, avec un petit E. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette citation de Balzac? Je la connaissais pas. Et les gens de droite font du peuple en fait l'État. L'État. Oui. C'est-à-dire que on est en train de fonctionnariser le sujet. C'est ça. Oui, mais oui, on est à l'ère de la pensée opératoire de toute façon. C'est-à-dire que on voit bien comment certains enseignants pendant la crise sanitaire ont cessé d'enseigner et se sont mis à fonctionner. C'était des fonctionnaires qui fonctionnaient. Donc ils dessinaient à la craie des ronds pour que les enfants ne se touchent pas. Ça ne leur posait strictement aucun problème alors qu'ils étaient supposés être formés à l'intérêt supérieur de l'enfant. On a tous vu dans les transports d'ailleurs les ronds dessinés très infantilisants. Oui, et puis les plages dynamiques, enfin tout un tas d'absurdités qui finissent par affaisser le psychisme, parce que finalement le psychisme humain il est très outillé pour faire face à la difficulté et à la crise. De tout temps on a trouvé des ressources face à la tragédie, hein. Les Grecs avaient le théâtre, mais on n'est pas outillé face à l'absurde. Et si aujourd'hui dans une société où il y a quand même un certain confort matériel encore, en tout cas il n'y a pas cette difficulté pour la survie physique tous les jours, il y a autant de dépression, ça prouve bien que l'être humain s'en sort très bien avec la difficulté, mais qu'il s'en sort très mal avec la perte de sens. Et les burn-out en entreprise ne sont pas le fruit d'une surcharge de travail. Ils sont le fruit d'une perte de sens. Donc oui, il me semble que Honoré de Balzac avait été assez visionnaire sur le fait que eh bien, finalement, un esprit politique un peu bureaucratisé va faire rentrer le citoyen dans un modèle où il doit fonctionner et être opérationnel et évacuer toute forme de subjectivité. Et on a bien vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire comment notre démocratie libérale faisait passer ceux qui pensaient et qui s'interrogeaient pour des délinquants potentiels. Enfin, moi, j'ai été traitée de criminelle sur des plateaux télé parce que je disais aux mamans qui venaient d'accoucher de continuer à faire des câlins à leur bébé pour pas qu'il y ait des dépressions du nourrisson. On en est arrivé là. Et on est dans une démocratie libérale. Pour finir cet entretien, sur la fiscalité, par exemple, des successions, sur la jeunesse et la valeur travail, la congestion du patrimoine et la fiscalité qui empêche de transmettre son patrimoine, est-ce que vous pensez que les générations, l'absence d'héritiers, l'absence de transmission d'un patrimoine, par exemple, seraient susceptibles de rebattre les cartes
d'un point de vue anthropologique et pour un jeune contribuable? C'est-à-dire que ça fait partie des multiples armes qui sont utilisées contre la famille. Ça passe par l'enseignement, ça passe par la propagande publicitaire et par le marketing, mais l'attaque contre les cadres a été d'abord ça a été l'injonction à jouir sans entrave et à disqualifier la figure d'autorité paternelle. Ceci étant posé, on a été dans un modèle qui attaquait la famille de toutes parts, puisque finalement on est dans un modèle où, comme les deux parents doivent travailler, de toute façon le bébé est très vite arraché à son environnement familial et il est élevé par des étrangers au cercle familial. Ensuite, vous mettez une fiscalité punitive qui va donc décourager le père de famille qui essaye de transmettre une entreprise qui n'a pas trop mal marché à ses enfants. Finalement, ça peut pour certains être totalement décourageant. Et on voit bien comment là est attaquée la notion de transmission, est attaquée et surtout salie la notion d'héritage. Mais en fait, un héritage, c'est pas... L'héritage est aujourd'hui marqué par cette idéologie gauchisante que si vous héritez de quelque chose, vous êtes un salaud de riche. Mais pardon, on a tous hérité de nos gènes, on a tous hérité de traumatismes, on a tous hérité d'une mémoire, on a tous hérité de traits de caractère. L'idée que l'on a hérité de quelque chose va aussi connecter chez l'être humain une dimension de gratitude qui fait qu'on va avoir envie de prendre soin de ce qui nous a été laissé et de le faire fructifier. Et il est extrêmement désespérant de vouloir couper à tous les niveaux, y compris matériels, ces liens. Parce que si votre premier prochain n'est pas votre enfant, vous basculez dans une anthropologie complètement absurde. Alors, en fait, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, on attaque de toutes parts la famille de toutes les manières possibles, notamment en attaquant aujourd'hui le lien mère-enfant de manière très violente. Or, la famille est évidemment la cellule de base de la société. Et le travail que nous faisons, nous, parents, pour mettre au monde et éduquer nos enfants et leur donner une sécurité affective, une sécurité matérielle, une sécurité physique, il n'est pas quantifiable. Donc, il ne rentre pas dans l'anthropologie marchande et chiffrée de nos technocrates. Donc, ça n'a pas de valeur. C'est interchangeable. C'est pas grave que ce soit la mère ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de son enfant, et c'est même plutôt mieux si c'est quelqu'un d'autre. Comme ça, on scie les liens. Voilà. Il y a une fragmentation des liens qu'avait très bien décrite d'ailleurs Sami Ali, qui est un philosophe et un psychologue des années 70, qui avait saisi cette violence anthropologique qui était faite en Occident contre l'unité, et notamment l'unité familiale. Et donc, le lien de transmission qui fait que le parent donne quelque chose, doit quelque chose à son enfant, mais que son enfant en retour va prendre soin de ce qui lui a été donné, va trier le bon grain de livret, va garder certains héritages familiaux et va en mettre d'autres de côté parce qu'ils ne sont plus d'actualité ou qu'ils ne lui correspondent pas. C'est quelque chose qui est attaqué parce qu'on veut que l'enfant soit redevable à la société, qu'on arrive à des individus qui soient entièrement conduits avec des petits tracés sur le sol, des petits tracés numériques, par l'idéologie et par la bureaucratie, et pas par la racine familiale. Or, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Donc, dans mes racines familiales, il y a des choses que je veux garder, il y a des choses que je ne veux surtout pas garder, mais c'est de cette dialectique dont j'ai besoin pour construire ma liberté, pour construire mon discernement et pour poser un acte qui vient enrichir le corps social. Sinon, on est tous uniformisés et on est dans un réel d'une banalité extrêmement triste. Et c'est le cas aujourd'hui, y compris dans l'art. L'art est devenu d'une tristesse, d'une laideur, mais d'une tristesse. C'est-à-dire que c'est des concepts, et puis surtout, on sent que l'art est redevenu un pur relais de la propagande. Oui. L'art est dans la rue, le slogan de mai 68 qui disait la police s'affiche dans l'art s'affiche dans la rue. Et en fait, la rue, aujourd'hui, on voit très bien que c'est les publicitaires qui s'en sont emparés. Tout à fait, voilà. Et merci beaucoup, Marie-Estelle Dupont. Merci, à vous. Nous allons pouvoir passer aux questions d'Internet. Héloïse, la parole est à vous. Avez-vous été reçu personnellement, sinon avec votre association, par les ministres de la Santé, de l'Éducation nationale et de la Justice? Et quels sont vos apports principaux: femmes, enfants, immigration, harcèlement, gentrification de la petite enfance? Merci. Alors, en fait, moi, j'ai commencé à intervenir sur les plateaux au moment où il y a eu le confinement. Et où j'ai dit, attention, le remède va être pire que le mal.
et à ramener la santé à un chiffre de circulation virale, on va inévitablement créer des dégâts terribles sur la santé mentale, notamment des mineurs. À partir de là, je me suis mise à être très régulière sur les plateaux télé et donc à m'associer à différents collectifs comme le collectif des orthophonistes qui ont remarqué les retards de parole chez les petits, SOS Éducation qui se bat sur plusieurs fronts et notamment l'entrisme idéologique à l'école et les dégâts des dérives de l'éducation sexuelle. Et donc on a créé l'Union pour la protection et la santé des enfants qui réunit 600 professionnels de l'enfance et on est allé interpeller les parlementaires puisque à un moment donné, rappelez-vous, le pass sanitaire est devenu un pass vaccinal. Et nous, on était très inquiets que des mineurs, des enfants de 10 ans, 12 ans ne puissent plus jouer au foot sous prétexte qu'un de leurs parents ne voulait pas, que les parents se disputaient et ne décidaient pas s'ils les vaccinaient ou pas, etc. Donc, on voulait vraiment maintenir l'intérêt supérieur de l'enfant et protéger les mineurs de cette crise. Donc, on est allé voir les parlementaires. Il y avait les élections présidentielles qui arrivaient et on a été reçus par... On a été reçus par la NUPES, on a été reçus par le RN, on a été reçus par Renaissance, on a été reçus par tout le monde. Et ça n'a strictement servi à rien puisque tous les amendements qu'on avait déposés ont été validés par le Sénat, mais à l'époque il y avait une majorité présidentielle et donc on a été intégralement retoqués et finalement on a eu des victoires assez maigres. On a réussi à ce qu'il n'y ait pas de passe vaccinal pour les moins de 16 ans. On a réussi quand même à ce qu'il y ait des voyages scolaires sans que les enfants soient vaccinés, mais c'était vraiment des succès à la marge par rapport à ce qu'on avait obtenu au Sénat. Néanmoins, on a gardé des contacts avec pas mal de sénateurs. Et donc là, on est aussi en train de réfléchir à une charte de protection des mineurs parce que la responsable Claire Hédon, qui avait publié un rapport sur l'état de l'enfance, avait quand même rappelé que tous les besoins des enfants en termes de santé mentale avaient été gravement violés et que là il fallait vraiment fermement qu'il y ait une réponse claire de la politique sur les mineurs. Donc voilà, les sujets sont dans les tuyaux, mais on sent que la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et cette verticalité des adultes vis-à-vis des enfants n'est pas du tout au cœur de l'anthropologie actuelle, hein. On met tout le monde sur le même niveau. Très bien. Deuxième question d'un adhérent. N'avez-vous pas le sentiment que parfois la moitié de l'humanité est là pour emmerder l'autre ? Le président Pompidou aurait dit « Il faut arrêter d'emmerder les Français ». J'ai l'impression que certains ne comprennent pas ou plus le sens des mots, pourtant si simples. Bon, je ne peux pas répondre à cette question. D'abord, je refuse d'être paranoïaque, donc si je me dis ça le matin, je ne me lève pas. Mais c'est vrai que la crise a révélé certaines vocations de petits capots chez certains enseignants qui étaient très heureux d'humilier les enfants, et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé absolument abominable, parce que nous, aujourd'hui, on a des enfants qui ont encore des séquelles psychologiques de ce qui s'est passé, alors que tout le monde pense qu'on est passé à autre chose, parce qu'après le Covid, il y a eu l'Ukraine, après l'Ukraine, il y a eu Gaza, et que tout le monde pense que c'est terminé, alors que les dégâts que ça a fait, nous, on est toujours, nous les cliniciens, ou nous les parents, en train d'essayer de les récupérer. Et ça, je crois que dans la tête des bureaucrates, l'idée qu'un enfant qui décompense une anorexie ou une addiction au numérique pendant le confinement, parce que Jean Castex a rouvert les bars, l'enfant est guéri, c'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire que le cerveau c'est fragile et 3 ans plus tard on est toujours en train d'essayer de récupérer des jeunes qui n'ont pas pu monter dans le train de la vie parce qu'on leur a imposé des choses qui étaient contraires à leur développement, à un âge où ils étaient en train de se construire et où ces besoins n'étaient pas négociables. Merci beaucoup. Dernière question, enfin il y en a 2 encore une fois. Quels sont les risques d'exposer des enfants en très bas âge à des lectures animées par des hommes déguisés en femmes et qui se présentent en tant que femmes ? Suivi par autoriser des cours d'éducation à la sexualité en primaire. Est-ce le risque ? Voilà. Est-ce un risque ? Alors là, vous voyez, j'ai pas eu le temps d'aborder ce point dans la première question, mais une des manières dont l'État est en train de saper nos libertés, c'est justement qu'on se croit en démocratie, mais que sur tout un tas de sujets, il y a un transfert de compétences de notre politique nationale vers des instances supranationales, l'Union européenne, l'OMS, etc. Les fameux cours d'éducation sexuelle à l'école avec des histoires de contes de drag queen racontés par des hommes habillés en femmes, alors on n'a pas le monopole de cette idée, puisque au Québec c'est le cas également, en Angleterre c'est le cas également, en Allemagne il y a carrément des salles de masturbation dans les écoles où on invite l'enfant à aller explorer son corps. Donc si vous voulez ça,
typiquement, c'est une des ornières de la démocratie actuelle, puisqu'en fait, l'OMS, au nom des droits sexuels de l'enfant, non mais, enfin, ça, quand on a fait 2 minutes de psychologie dans sa vie, déjà, on sait que ce terme ne veut rien dire, a posé un planning très très clair, où en fait, entre 1 et 4 ans, l'enfant doit apprendre tel contenu, etc., etc. Et comme on a prêté allégeance à l'OMS pour toutes les questions de santé, nos ministres, de manière plus ou moins zélée, alors on avait un très très bon élève avec Papendaï, de manière plus ou moins zélée, appliquent en fait ce rétroplanning. Sauf que on nous raconte que les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est pour prévenir les abus, c'est pour prévenir les agressions homophobes et transphobes. Pardon, mais en cours d'éducation civique, si vous dites à un enfant « tu n'agresses pas l'autre sur la base de sa religion, de sa couleur ou de ses choix », c'est terminé. Vous avez prévenu l'agression homophobe. Vous n'avez pas besoin de lui raconter que on peut. Enfin, je ne vais même pas dire ce qu'on leur raconte en fait parce que c'est obscène. Donc là, on voit très bien comment il y a une perte de souveraineté. Et ce que j'en pense, c'est que sur le motif de prévenir des traumatismes par exposition à des images pornographiques, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, si les parents ne font pas attention, sont exposés très tôt à des images pornographiques. Enfin, on peut aussi faire notre travail de parents. En réalité, on les pré-traumatise à l'école. C'est-à-dire que nous, on a des plaintes. J'en avais parlé sur CNews début avril, l'année dernière. On avait une petite fille de 9 ans qui était sortie en larmes en disant à sa mère qu'elle ne voulait plus aller à l'école parce que on lui avait donné des explications extrêmement détaillées sur la fellation. Moi, j'ai vu l'autre jour un parent qui m'a interpellée sur un cours de biologie en 3e, fait en distanciel en plus. Donc l'enfant reçoit, alors qu'il est seul derrière son écran, des choses qui sont sidérantes et qui devraient normalement d'ailleurs lui supprimer sa libido pour 10 ans. Et donc c'est évidemment une agression. Encore une fois, et enseigner à l'enfant la biologie, les gamètes, les spermatozoïdes, c'est le rôle de l'école. Instruire l'enfant en éducation civique et morale sur le fait de se respecter, de respecter le corps d'autrui et de se faire respecter, c'est le rôle de l'école. L'éducation affective et sexuelle, c'est le rôle des parents. Et les parents doivent arrêter d'avoir des sujets tabous. On explique à un enfant de 2 ans que son corps lui appartient et que nul n'a le droit de le toucher sans son autorisation. Mais enfin, c'est le rôle des parents. Et on voit bien comment là, c'est un déni des religions de chacun, des croyances de chacun. C'est un déni de l'intelligence parentale. Parce que, pardon, mais quand vous avez plusieurs enfants, vous savez très bien que chacun de vos enfants n'a pas la même sensibilité, n'a pas la même maturité, ne va pas se poser les questions au même moment. Voilà, donc une fois de plus, c'est un empiètement de l'État sur l'intégrité psychique et morale de la famille et de la transmission. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des membres de Contribuables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, allez-y, cher monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais au fond, est-ce que c'est pas une fatalité planétaire, en tout cas dans tous les pays développés, et à contrario, est-ce que vous auriez connaissance d'un pays développé qui échappe beaucoup mieux que la France à tout ce qui vient d'être dit? Alors, il est vrai que c'est un mal d'une grande partie, enfin de toutes les démocraties occidentales, de prétendre que les crises doivent toutes être résolues par une gouvernance mondiale et par un transfert de compétences, et qu'effectivement, de plus en plus, le narratif de crise permet aussi aux États d'imposer des décisions en se faisant passer pour raisonnables. Maintenant, d'abord, je pense qu'il y a une grande différence entre le fait d'en être conscient et le fait de ne pas en être conscient, et que si déjà toute la population est consciente de ce glissement vers une gouvernance mondiale, les gens peut-être se réveilleront et se souviendront que la liberté est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, il y a même plus, Bernanos l'a dit d'ailleurs, il n'y a même plus ce désir de la liberté chez beaucoup d'entre nous, chez beaucoup d'esprits soi-disant éveillés et cultivés. La liberté est devenue quasiment un gros mot. Donc il y a un travail d'éveil des consciences qui pour moi est le début et la base. Enfin, déjà, si on pense qu'on n'est pas libre, il nous reste une marge de liberté. Après, il y a quand même des pays, par exemple la Suède,
finalement, n'a pas fait comme l'Australie. On croyait que l'Australie était très libérale, ils ont été absolument totalitaires. Ils ont tabassé des femmes, des mères de famille qui n'avaient pas le masque parce qu'elles promenaient leur bébé. Il y a des policiers qu'on a vu tabasser des femmes. La Suède a quand même été assez, qu'on croyait très coercitive, a finalement été assez libérale. La Suisse est revenue très très vite sur le pass sanitaire parce que les gens ont boycotté immédiatement les restaurants. Je crois que c'est à chacun de se prendre en charge et de participer à l'éveil de ses proches pour lutter contre l'esprit moutonnier. Maintenant, si on veut un miracle, il faut prier. Et c'est Bernanos qui disait que à quoi sert-il de faire des grandes institutions libérales s'il n'y a plus d'hommes libres à mettre dedans? Tout à fait. Quelqu'un a une autre question? Oui, monsieur? Oui, je vais vous faire un peu de dialectique. Il y a un peu un paradoxe. Il y a un peu un paradoxe dans ce mode de raisonnement, c'est que pour promouvoir la liberté individuelle, on s'attaque essentiellement à l'État, à la démocratie, etc., plutôt que de parler à tous les individus. Ah non, mais... Je vous challenge, je fais un peu de dialectique. Oui, non, parce mais que... ça me frappe quand même, on est essentiellement dans le négatif contre des institutions, contre l'État, pour promouvoir la liberté. Non. C'est quand même un peu presque contradictoire. Merci, monsieur. Non, parce qu'en réalité, ce n'est pas de la liberté individuelle que je parle, ce sont des libertés fondamentales. C'est-à-dire que l'État s'est attaqué aux libertés fondamentales. Et au nom d'un pseudo-résidu de liberté individuelle d'aller et venir, etc., nous avons accepté de revenir sur le fondement même du contrat social. C'est-à-dire que ceux qui voulaient jouir sans entrave dans les années 70 ont accepté de présenter un QR code pour aller au restaurant, c'est-à-dire de sauver un ersatz de liberté, sans voir que par ce truchement même, il revenait sur la base du contrat social, que sont les libertés fondamentales, d'aller et venir, pour un enfant d'aller à l'école, etc. Moi, je défends les libertés collectives. Je ne défends pas l'impératif de jouir sans entrave. Je pense même que les libertés collectives ne peuvent être préservées que si chacun assume sa part de responsabilité. Bien évidemment. Monsieur, vous aviez une question? Est-ce que vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît? En 1920, il y a eu une loi pour essayer de redresser la natalité de la France. En 2023, on nous annonce que l'année dernière, la natalité a été la plus faible depuis la guerre. 46. Et qu'est-ce qu'on décide de mettre l'avortement dans la Constitution? Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Oui, je partage ce constat, effectivement, qu'elle n'a jamais été aussi basse que depuis 1946, que d'ailleurs la mortalité infantile augmente également. Donc si on cumule le fait que les jeunes ne se projettent plus, qu'ils ont peur de tuer un arbre s'ils font un bébé, qu'ils avortent et que la mortalité infantile augmente, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 150 de QI pour comprendre qu'on va avoir un petit problème démographique dans les années qui viennent. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, nos mondialistes libertariens vont vous expliquer qu'on a l'immigration pour pallier le problème. Donc voilà. L'homme occidental est dans une mauvaise passe, mais... Je partage votre constat, oui, bien sûr. Monsieur? Daniel Billon, professeur d'allemand, à la retraite, après 40 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale. Et je voudrais vous remercier infiniment pour vos prises de position qui correspondent à ce que certains pensent, et depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que vous seriez accueillis avec plaisir dans les salles des professeurs. Non, mais j'y vais pas d'ailleurs. Oui. Ça dépend. Vous savez, c'est là que c'est magnifique l'être humain. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu tout pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des professeurs humiliants, totalitaires, qui se sont révélés des petits capots frustrés, qui jouissaient de leur petit pouvoir d'emmerder les enfants. Et puis, il y a eu des gens vraiment, des héros anonymes extrêmement courageux qui ont fait leur maximum pour préserver des conditions d'apprentissage. Parce que la réalité de ce climat très anxiogène, c'est que les enfants n'étaient plus dans des conditions d'apprentissage à l'école, en réalité. C'était ça qu'on menaçait. Donc moi, je salue, parce que j'ai aussi envie d'être très positive, je salue tous les proviseurs, les professeurs, les enseignants qui ont pris des risques énormes par rapport au rouleau compresseur bureaucratique et qui ont préservé pour les enfants des conditions de dignité et de concentration. Ça a été le cas d'ailleurs dans l'école que fréquentait mon fils aîné, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux parce que nous, les parents, on était sereins quand on mettait les enfants à l'école, et ça change tout quand même. Merci à vous. Si je peux insister, il y a eu ce boutoir du Covid. Mais ça fait très longtemps que les enseignants ont vu
qu'il y avait une mainmise absolue de la pensée dans l'éducation nationale. Bah, bien sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça que certains enseignants prennent plus la de pieuvre manuels. de l'abrutissement collectif. Je situerais ça, disons, dans les années 90. J'étais à l'époque dans un grand lycée de 3500 élèves, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est même plus ancien que ça. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on a donné l'éducation nationale aux communistes, on avait signé un blanc-seing pour l'endoctrinement. Parce que moi, j'étais lycéenne à Henri IV un peu avant les années 2000 et enfin, ma prof d'histoire, j'avais des petits problèmes avec ma prof d'histoire. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour. J'ai, pendant quelques années, été vice-présidente dans mon département d'une des plus grosses fédérations de parents d'élèves. Donc, j'ai eu accès à énormément de parents et de témoignages. Et je suis moi-même maman de 2 enfants, une en études supérieures et une qui est encore au lycée. Et je suis confrontée au quotidien au retour de ma fille et puis via les témoignages de parents, de témoignages de professeurs qui enseignent aujourd'hui une histoire où on a GGSP. Alors AGGSP pour les plus anciens, c'est les nouvelles appellations des spécialités en première que doivent prendre les enfants. C'est histoire géo, enseignement sciences politiques, avec des professeurs qui enseignent des théories woke et de gauche incroyables. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir rectifier l'histoire. Le soir, en rentrant à la maison, quand ma fille me raconte des absurdités, mais ce n'est pas le cas de tous les parents. Et sur une classe de 33, je pense qu'il y en a au moins 25 qui incurgitent des idioties mais c'est et une idéologie incroyable. C'est une fabrique de la débilité. Hein. Voilà. J'ai d'autre part pas mal d'amis qui sont eux-mêmes enseignants, et quand je leur fais part de cela, je leur dis, mais y a-t-il une plateforme ou quelque chose où l'on puisse dénoncer ces enseignants qui ne racontent pas l'histoire avec un grand H, mais qui racontent leur histoire et leur idéologie? La réponse a été non, pas de vague. Aujourd'hui, on manque d'enseignants, on manque de vocation, donc de toute façon, on ne fera rien. Comment aujourd'hui peut-on contrer ce phénomène qui fait que finalement l'enseignant fait un peu le diktat puisqu'il est une denrée rare, et nous devons subir ce lavage de cerveau, finalement, parce qu'on en est là, c'est un lavage de cerveau auprès de nos enfants qui, je rappelle, sont de futurs électeurs et sont de futurs citoyens, et qui, après nous, vont faire l'histoire et pas forcément celle qui ira dans le bon sens. Oui. Alors en plus, les AGGFP, là, moi, j'ai des boutons, parce que les acronymes font partie aussi de cette attaque contre la transmission, parce que Parcoursup, c'est l'antichambre de la psychiatrie, quoi. Je veux dire, tous ceux qui passent par Parcoursup deviennent fous, quoi. Comment faire? Mais vous savez, ça va encore. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il y a une crise des vocations, moi je pense qu'en fait le lien il est bidirectionnel. C'est-à-dire que moi j'ai des patientes qui me disaient à l'agrég, en fait, je sais que j'aurai l'agrég uniquement si je valide suffisamment une certaine idéologie, et donc je me demande si je veux vraiment l'agrég, parce que je ne vais pas être notée sur mes compétences en latin, en fait, je vais être notée sur mon adhésion à l'idéologie woke. Et j'ai vraiment des patientes qui finalement ont passé l'agrég et qui sont enseignantes et qui souffrent. Mais enfin, la séance de thérapie, c'est la catharsis pour reprendre parce qu'elles me disent, mais je suis face à des enfants qui sont déjà pas en état d'apprendre, qui pensent pas du tout qu'il peut y avoir un discernement à exercer. Enfin, et donc, comment on fait? Je crois que déjà, on doit défendre de toutes nos forces l'enseignement libre, parce que là, ils sont revenus sur l'instruction à la maison sous prétexte de la loi sur le séparatisme, mais donc on voit bien qu'ils ne veulent pas que ce soit les parents qui enseignent des choses aux enfants. On doit défendre absolument les écoles privées de toutes nos forces pour qu'elles ne se raréfient pas, parce que plus elles vont se raréfier, plus elles vont être chères, et plus elles vont être chères, plus elles vont être en fait réservées aux enfants de ministres.
Donc, on doit vraiment, je pense, se battre pour ça. Ceux qui ont accès aux médias, le dénoncer dans les médias. Peut-être voter aussi, interpeller peut-être plus les politiques sur ce combat de l'école, parce que là, ce qui se prépare sur l'école est très inquiétant. C'est-à-dire qu'on veut mettre les enfants à l'école dès 2 ans, on veut qu'ils y passent plus de temps. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a, on rogne vraiment de plus en plus sur l'espace privé. Moi, je suis aussi catastrophée que vous, et je me présente pas en sauveuse, donc j'ai pas de solution miracle. Mais je pense que déjà défendre l'enseignement privé et dénoncer cet entrisme idéologique de toutes ses forces, c'est très très important. Je rappelle quand même que celui qui a rédigé la théorie du genre était un pédophile notoire. Donc il faut rappeler ça à nos enfants. Oui, je vais vous poser peut-être une question un peu hardie, mais voyez-vous dans les personnages politiques un peu connus quelqu'un susceptible en France d'inverser tout ça? Alors moi, en tant que psychologue, je suis supposée garder une certaine réserve sur mes orientations religieuses et politiques. Pour autant, je vais essayer de faire preuve, sans violer ma déontologie, d'un peu de courage. J'assume que je suis chrétienne. J'assume aussi que je ne suis pas inspirée par l'offre politique. Mais je ne suis pas un modèle. Je crois qu'il faut quand même aller voter. Mais voilà, je crois pas qu'il y a un sauveur miracle qui va nous tirer de tout ça. Je crois qu'il y a des gens qui précipitent le chaos, en revanche. Ça, oui. Merci Marie-Estelle Dupont. Merci à vous.